Alors bonjour et bienvenue encore une fois dans cette série sur l'optique géométrique. Aujourd'hui on va essayer de travailler sur un composant euh, très intéressant en optique géométrique, j'ai nommé les lentilles. Donc en fait c'est un composant fait d'un matériau généralement isotrope et transparent pour la lumière dont le domaine spectral d'intérêt. Donc c'est le plus souvent un type de verre optique ou des verres plus classiques, des plastiques, des matériaux organiques, voire des métalloïdes tels que le germanium, etc. Il est très utilisé aujourd'hui dans les appareils photo, dans tout instrument optique, un téléphone portable, etc. etc. Mais on va dire que leur rôle principal, ils sont destinés à faire converger ou encore diverger la lumière. Alors l'utilisation des lentilles implique que leur indice de réfraction soit différent de celui du milieu dans lequel elles sont plongées. Elles peuvent être plongées dans l'air, l'huile et l'eau, etc. Et possèdent la plupart du temps un axe de symétrie qui est confondu avec l'axe optique, mais des techniques récentes et des besoins de l'industrie et de la recherche font qu'une part non négligeable des lentilles n'ont pas d'axe de symétrie. Mais nous, on va travailler avec une définition classique et on va dire que la lentille est un milieu transparent homogène d'indice n, limité par deux dioptres, dont l'un au moins sphérique. C'est un système centré dans l'axe et la droite qui joint les deux centres des dioptres respectifs. Et donc, comme on l'a vu précédemment, pour les dioptres sphériques ou encore pour les miroirs sphériques, il existe deux grandes familles de lentilles. Donc, il y a les lentilles convergentes qui sont à bord mince et les lentilles divergentes à bord épais. Donc, puisque la lentille est une association de deux dioptres, alors cette dernière, elle va être caractérisée par deux centres. Donc un centre C1 du dioptre 1 et un centre C2 du deuxième dioptre qui sont situés sur l'axe optique. Et on définit également donc deux rayons de courbure, R1 qui est égal à S1C1, R2 égal à S2C2 pour le deuxième dioptre, et avec la remarque, le rayon qui tend vers l'infini si l'un des dioptres est plan. Donc l'indice n de la lentille et ceux des milieux extrêmes va caractériser aussi la lentille, et cette dernière sera aussi caractérisée par une épaisseur E qui n'est autre que la distance entre le sommet S1 du premier dioptre et S2 du deuxième. Donc on va dire qu'en général, une lentille est un système optique qui réalise le stigmatisme approché dans les conditions de l'approximation de Gauss. Par la suite, nous définissons un point important pour la lentille, c'est ce qu'on appelle le centre optique S. Par définition, ce point est situé entre les deux sommets S1 et S2, et c'est un point qui appartient à l'axe, et bien sûr il appartient au milieu d'indice n, et il a une caractéristique importante, c'est que à chaque fois qu'un rayon passe par ce point, il va émerger de la lentille de façon parallèle au rayon incident. C'est-à-dire, localement, la lentille va se comporter comme une lame à face parallèle. Alors, on peut considérer un rayon incident au point I1. Il va se réfracter en passant par le point S, puis va arriver sur le point I2 et se réfracter tout en gardant une direction parallèle à celle du rayon incident. Alors ceci peut être expliqué par le fait que C1 I1 constitue la normale à la première face de la lentille. C2 I2 sera la normale de la deuxième face de la lentille. Alors comme vous pouvez le constater, ces deux droites sont parallèles et par conséquent leurs plans tangents sont aussi parallèles, c'est-à-dire les plans tangents passant par I1 et I2 respectivement. Alors ces deux plans étant parallèles, justifie que le rayon émergent il va se réfracter en ne subissant aucune déviation. Donc maintenant, on va voir ce qui se passe pour la marche classique d'un rayon lumineux à travers la lentille. Donc puisqu'on avait dit que une lentille est l'association de deux dioptres,
peut obtenir l'image d'un point A1 situé sur l'axe optique en faisant, ou plutôt en utilisant une image intermédiaire A' donnée par le premier dioptre, c'est-à-dire la première face de la lentille. Ce point A', il aura aussi une image par le deuxième dioptre D2 lors du passage vers l'air. Donc, si on considère un rayon A1, I1, il va arriver sur le premier dioptre au point I1, il va donner un rayon réfracté I1 A' dans le milieu d'indice N. Ce rayon qui va donner après réfraction sur le deuxième dioptre un rayon I2 A2 dans l'air. Donc vous pouvez constater que A' c'est juste l'image intermédiaire de A1, mais A2 c'est ce qu'on va appeler l'image de A1 fournie par la lentille. On a vu précédemment dans le chapitre sur les dioptres sphériques qu'il existe des relations de conjugaison entre chaque point objet et son point image à travers ce dioptre. Alors, puisque une lentille est une association de deux dioptres et que le rayon incident, ici dans notre cas A1, I1, va subir une première réfraction en I1, puis une deuxième réfraction en I2, il suffit d'utiliser deux relations de conjugaison successives, c'est-à-dire la première pour le dioptre R lentille et une deuxième pour le dioptre lentille R. Et donc, en combinant les deux relations de conjugaison, on aboutit à une relation de conjugaison qui est plutôt très longue et qu'on peut simplifier si on utilise le cas des lentilles minces. Alors pour une lentille mince, l'épaisseur de la lentille elle est très négligeable, c'est-à-dire que les sommets S1 et S2 des deux dioptres seront confondus. Donc on peut écrire S1 égale S2 égale S, et en faisant cela, et en remplaçant dans la dernière formule, on aboutit à une relation de conjugaison avec origine au centre optique S. Donc cette relation s'exprime par 1 sur SA1, c'est-à-dire le point objet, moins 1 sur SA2, le point image finale, égale à n-1, facteur de 1 sur le rayon de courbure du deuxième dioptre, moins 1 sur le rayon de courbure du premier. Alors comme ce qu'on en a vu pour les dioptres sphériques, une lentille mince possède aussi deux foyers principaux, à savoir un foyer objet noté F1 et un foyer image noté F2. Et bien sûr, les plans qui sont perpendiculaires à l'axe optique et passent par les points F1 et F2, on les appelle les plans focaux. Et ils sont en nombre de 2, logiquement, pour la lentille mince. Alors si on veut connaître la position des foyers, on commence par le foyer image F2, il suffit de mettre un objet très loin de la lentille, c'est-à-dire SA1 tendant vers l'infini. Alors l'image se retrouve sur le foyer F2, donc confondu avec F2. Alors on écrit SF2 égale à 1 sur n-1 fois R1 fois R2 divisé par R2 moins R1 avec F', la distance focale de la lentille. Inversement, si on veut localiser la position du foyer objet, F1, il suffit d'envoyer l'image vers l'infini, c'est-à-dire SA2 qui tend vers l'infini, et on trouve l'objet A1 confondu avec le foyer F1. Donc SF1 est égal à 1 sur n-1 fois R1 fois R2 sur R1 moins R2. Alors on voit bien que la différence entre SF1 et SF2 c'est modulo un signe moins. Ça veut dire que les foyers principaux sont symétriques par rapport au centre optique S, et ceci quelle que soit la forme de la lentille. C'est-à-dire même si la forme de la lentille n'est pas symétrique, cette relation reste toujours valable. SF2 égale à moins SF1. Alors si on observe le membre de droite de la première équation, et en réduisant au même dénominateur, on s'aperçoit que ce terme, ce n'est autre que l'inverse de la distance focale.
Donc on réussit à établir une relation de conjugaison avec origine au centre optique S de la lentille en fonction de sa distance focale. Et on a en encadré en rouge 1 sur SA2, c'est-à-dire le point image, moins 1 sur SA1, le point objet, est égal à 1 sur la distance focale SF2. Alors, on obtient immédiatement une relation de conjugaison avec origine au foyer si on injecte les foyers objet et image, F1 et F2, dans la relation de conjugaison précédente par relation de Schall. Donc, si on parle de la vergence des lentilles, qui est une quantité exprimée en dioptrie, elle sera communément donnée par l'inverse de la distance focale. Donc, la vergence étant une quantité algébrique, si elle est positive, on qualifie la lentille de convergente, et si elle est négative, on qualifie la lentille de divergente. Ici, vous avez le schéma d'une lentille convergente. Donc, puisqu'elle est caractérisée par deux foyers, le premier foyer objet est situé dans le milieu objet et F2 est situé dans le milieu image. Donc, si on calcule la vergence, ça sera une quantité qui est strictement positive. Sur ce deuxième dessin, on a schématisé une lentille divergente. Donc, elle est caractérisée par un foyer objet qui est situé cette fois-ci dans le milieu image, c'est-à-dire à droite de la lentille, et le foyer image se situe dans le milieu objet. Donc les foyers sont inversés et on va dire que les deux foyers sont virtuels avec une vergence qui est strictement négative. Maintenant que l'on a vu comment caractériser les points objet et image situés sur l'axe optique pour une lentille à travers leur relation de conjugaison, le but de cette partie est de tracer géométriquement l'image d'un objet étendu A1, B1 à travers la lentille. Donc, il faut se rappeler des trois situations suivantes. Donc, ces trois rayons particuliers nous permettent, seulement en prenant deux rayons et en prenant leur intersection, de déterminer complètement l'image A2, B2 du premier objet. Par exemple, le rayon SB1 passant par le centre optique, S ne subit aucune déviation, parce que c'est ça la définition du centre optique. Le rayon B1 F1, qui passe par le foyer objet F1, va émerger de façon parallèle à l'axe optique, et puis vous avez le rayon parallèle à l'axe émerge par le foyer image F2. Donc, si vous prenez uniquement deux rayons particuliers, ça suffit complètement pour caractériser l'image d'un objet par la. Et donc là, on a mis les différentes situations possibles pour un objet A1, B1 situé sur l'axe optique. Donc à chaque fois, vous allez obtenir une image qui est soit virtuelle, soit réelle, soit renversée, soit droite, soit plus petite ou plus grande que l'objet en fonction des positions de l'objet par rapport à la lentille. Donc je vous laisse le soin de regarder ce schéma. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et essayer de tracer par vous-même chacune de ces situations. Alors ici vous avez aussi la construction géométrique pour des lentilles de type divergente. Donc si vous appliquez les règles de construction géométrique énoncées précédemment, vous obtenez les différentes situations ici sur le schéma et vous pouvez mettre la vidéo sur pause et essayer d'analyser ces situations. Alors un rappel concernant l'agrandissement linéaire transversal. On a vu dans le chapitre précédent que gamma se définit comme étant l'image divisée par la longueur de l'objet. Donc il existe en fait deux formules particulières pour la lentille. Donc la première c'est gamma égale à F1S sur F1A1, et donc c'est une formule avec origine au foyer.
Et puis vous avez gamma égale à SA2 sur SA1. Donc c'est une formule avec origine au centre optique S. Donc pour la lentille, on a vu grâce au schéma précédent qu'elle fournit une image réelle si SA2 est supérieur strictement à 0, ou une image virtuelle si SA2 est strictement inférieur à 0. Et donc vous pourrez analyser les différentes situations en se servant de l'agrandissement linéaire transversal. Si gamma est négatif, l'image est renversée. Si gamma est positif, l'image est droite et de même sens que l'objet. Et puis la valeur absolue de gamma, si elle est strictement inférieure à 1, on dit que l'image est plus petite que l'objet. Si elle est par contre strictement supérieure à 1, l'image est plus grande. Donc nous avons vu jusqu'à maintenant que si on arrive à associer deux dioptres, on obtient une lentille. Alors cette fois-ci, on va essayer d'associer des lentilles pour obtenir ce qu'on appelle un doublet. Donc un doublet, c'est l'association de deux lentilles pour former un système optique. On le caractérise généralement par la position des centres optiques des lentilles. Et ce type d'association permet de modéliser et de comprendre le fonctionnement d'un très grand nombre d'instruments optiques. Et puis il existe deux familles de doublets. Il y a le doublet non accolé, comme ce que je mets sur ce schéma-là. Et puis le deuxième type, c'est le doublet accolé, c'est-à-dire avec des lentilles qui sont séparées par une distance très négligeable. Pour améliorer la qualité des images données par une lentille, on est le plus souvent conduit à l'associer à d'autres lentilles. Donc ici, on donne le schéma d'un doublet non accolé, c'est-à-dire une lentille L1 séparée d'une lentille L2 d'une distance E. Et l'objectif ici, c'est de montrer que ce doublet non accolé se comporte comme une lentille unique qui possède un foyer objet F et un foyer image F'. Et donc, pour passer d'un point objet A1 vers un point objet A2, on va dire que le rayon incident à travers la lentille L1 va se réfracter et donner une image A'. Cette dernière va subir aussi une réfraction à travers la lentille L2 pour obtenir l'image finale A2. Donc concernant la lentille L1, si on écrit la relation de conjugaison, on a 1 sur S1 A' moins 1 sur S1 A1 égale à 1 sur S1 F1'. De même, on écrit la relation de conjugaison avec origine au foyer pour la lentille L2 et on obtient 1 sur S2 A2 moins 1 sur S2 A' égale à 1 sur S2 F'2. Et donc, comme ce qu'on a fait auparavant, si on envoie le point objet A1 vers l'infini, le point image A2 se retrouve confondu avec le foyer image du doublet, que l'on note F'. Et inversement, si on envoie l'image A2 à l'infini, on retrouve le point objet A1 confondu avec le foyer objet du doublet grand F. Puis en posant la distance entre le foyer image de la première lentille et le foyer objet de la deuxième lentille comme étant égale à la distance D, puis en posant E comme étant la distance entre S1 et S2, puis en combinant dans les deux relations précédentes, on aboutit à deux relations importantes qui donnent la distance focale du doublet ainsi que sa vergence. Alors ces deux relations très importantes montrent que le doublet est enfin équivalent à une lentille unique de distance focale égale à f'. Alors concernant le doublet accolé, on va dire que c'est juste un cas particulier de doublet non accolé, en considérant E égale à 0, c'est-à-dire la distance entre sommets des deux lentilles très négligeable. La lentille L1 donne d'un point objet A1 B1 une image A'B',
dont la lentille L2 donne l'image définitive A2, B2. Et donc en réécrivant les relations de conjugaison entre A1 et A' à travers la lentille L1, puis entre A2 et A' à travers la lentille L2, et puis en moyennant ces deux relations de conjugaison, on aboutit à deux formules d'une lentille unique. 1 sur f' est égal à 1 sur f1' plus 1 sur f2'. Et bien sûr, la vergence est égale à la vergence de la première lentille plus la vergence de la deuxième. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur la plateforme. Je vous souhaite à tous et à toutes bon courage et au prochain chapitre. Au revoir.